En attendant le PowerPoint, déjà je vous salue, bonjour à tous. Je suis François Sorin, donc je suis docteur en sciences de l'éducation et chercheur en sciences sociales à Askoria, au centre de recherche d'Askoria, et chercheur associé au laboratoire Rennes 2, le CREA de Rennes 2. Je vais introduire cette intervention. Ben voilà, c'est bon. Donc une intervention en deux temps ce matin, puisque on a sous le coude les résultats d'un questionnaire qui a été donc commandité par le Hub sur la question de la part du travail d'accompagnement et administratif dans les activités des médiateurs numériques en Bretagne. Et c'est ces premiers résultats qu'on va présenter ce matin. Mais dans un premier temps, demande nous a été faite et on y répond avec beaucoup d'intérêt, d'une présentation un peu plus générale des travaux du projet Lab Access. Un projet Lab Access qui porte sur les questions d'accès au droit et de lutte contre le non-recours dans un contexte de dématérialisation, et ce depuis 2017. Donc cette première introduction vise à poser à la fois d'où on parle, voilà, d'où on va en tant que chercheur et praticien engagé dans le Lab Access, quels sont les points d'appui qu'on prend pour parler avec vous aujourd'hui de la question de la démat et de la médiation. Et puis donc à introduire par un focus sur nos travaux qui ont porté sur la médiation numérique, les résultats du questionnaire. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Dans un premier temps, je profite de la présence de Benoît Valory, que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est à côté de moi, pour présenter ce qu'est ce projet Lab Access, au sein duquel moi je coordonne une équipe recherche qui comprend à la fois Jordi Stéphan, qui est psychologue et spécialiste des recherches quantitatives, Pierre Mazet, qui est également sociologue et qui est un spécialiste des questions de non-recours, Florian Pedro, sociologue aussi, et Génie Terrier, géographe. Tout ça pour dire que le propos que je vais tenir aujourd'hui, il s'inscrit dans un travail au long cours et repose sur des approches pluridisciplinaires et sur différents projets de recherche. Mais voilà, avant d'aller plus avant dans le propos, je propose que Benoît participe avec moi à cette intervention en présentant rapidement ce qu'est le Lab Access et comment on en est arrivé là. Merci François. Quelques éléments historiques. On est en 2017, le TILAB, donc laboratoire d'innovation publique, État-région à dimension régionale, est saisi d'une question par un agent de la région et un agent de Jeunesse et Sport, à l'époque, Feu Jeunesse et Sport, autour d'un certain nombre de signaux faibles qui leur parviennent du terrain, comme quoi un certain nombre de citoyens sont en difficulté par rapport aux dématérialisations qui se mettent en place, pour certaines depuis plus de 10 ans, la carte grise par exemple. Ils me demandent de voir dans quelle mesure on pourrait mettre en place un observatoire. Moi je leur dis, pour faire des observatoires, vous n'avez pas besoin d'un laboratoire. Un observatoire, généralement, on sait faire, voilà, peut-être même qu'on en fait un peu trop, parfois dans nos administrations. Donc qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? À quelles questions vous voulez répondre? Donc, pour ça, ils vont faire un Trao France, un Tour de France, rencontrer un certain nombre de spécialistes, et ils viennent avec vraiment cette conviction qu'il faut faire de la recherche pour rendre solides tous ces signaux faibles et également essayer de mettre en place des actions expérimentales pour essayer de voir dans quelle mesure on peut répondre aux questions, aux problématiques objectivées par le regard des chercheurs. Donc c'est à cette occasion qu'on se rapproche du laboratoire d'Askoria et d'autres chercheurs pour mettre en place vraiment une double dimension que vous avez là, c'est-à-dire travailler avec la recherche sur l'objectivation des effets de la dématérialisation, leur donner une vérité scientifique, et d'un autre côté, travailler avec des designers et des spécialistes, on va dire, de l'intelligence collective, pour identifier sur un certain nombre de terrains, des terrains précis, des terrains situés, des expérimentations visant à trouver des solutions qui tiennent à la coopération, qui tiennent à l'utilisation d'outils, ou qui tiennent au design, entre guillemets, de la médiation qu'on peut faire dans un certain nombre d'espaces, par exemple les offres de services sur lesquels on a beaucoup travaillé. Au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux, on se rend compte qu'on n'est pas très nombreux à travailler sur ce sujet en 2017. Il y a tout un ensemble de choses qui ne sont pas encore passées. On est encore dans
la dynamique AP 2022, donc en gros il faut tout dématérialiser. On se pose assez peu la question de la réhumanisation de l'accompagnement sur le terrain. Voilà. Politiquement, il y a un lab accès avant les Gilets jaunes et un lab accès après les Gilets jaunes. On revient nous voir parce qu'effectivement, on a sorti un certain nombre de vérités qui trouvent la dimension politique dans l'expression d'un sentiment d'abandon sur un certain nombre de territoires, notamment les territoires situés en ruralité. Et donc, on commence à nous demander d'intervenir à une échelle nationale pour alimenter le débat public et la fabrique des politiques publiques au-delà de l'échelon territorial breton, qui est l'échelon traditionnel d'action du LAB. Voilà, donc on poursuit nos travaux souvent par rapport à des questions qui nous sont apportées par des acteurs ou par rapport à des choses que les chercheurs sentent un peu en avance de phase. Et puis on produit également voilà, des cahiers d'expérimentation pour inspirer d'autres acteurs à voilà, la mise en place d'autres manières de faire coopération et de faire médiation sur les territoires, que ce soit le portrait territorialisé de la relation administrative, que ce soit nos livres de recettes sur l'accueil, on va dire multi-guichet, multi-service, voilà, ou que ce soit des recherches actuellement en cours sur Douarnenez, sur la mise en place de coopératives d'accès au droit pour situer vraiment l'accompagnement interacteur, que ce soit en organismes dématérialisants et, on va dire, acteurs de terrain, sur des perspectives de coopération réelle à la bonne échelle, qui est celle des citoyens, qui est celle des habitants et qui est l'échelle ultra-territoriale. Voilà, en quelques mots, je serai à votre disposition ce midi si vous voulez en savoir plus sur le projet, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, la continuité d'une partie du Lab Access se retrouve aujourd'hui dans la mise en place du Hub Breton, voilà, et le Hub Breton porte tout à la fois des questions de recherche qu'on peut travailler au sein du programme Lab Access, mais également la mise à l'échelle, entre guillemets, d'expérimentations qui ont été conduites avec succès au sein du Lab et qui permettent à une structure dont c'est la mission, de structurer des coopérations à l'échelle régionale, de pouvoir disposer, si elle le souhaite, d'outils pour vraiment valoriser à la fois l'action des acteurs de terrain et mettre en place les coopérations. C'est un peu le sens de cette journée aujourd'hui. Merci. Ceux qui ont une petite pastille rose, vous aurez l'occasion de revoir Benoît, puisqu'il sera animateur de la conférence. Voilà. Il va déjeuner à midi. Merci beaucoup Benoît pour ces précisions. Elles sont importantes pour moi parce qu'elles permettent de souligner comment, en tant que chercheur, on est arrivé dans cette question dans un contexte qui est celui qui a été décrit par Benoît, c'est-à-dire d'une réunion ou d'un cadre commun dès 2017 entre des organismes dématérialisants, c'est-à-dire comme ça a été défini ce matin, qui mettent en place une partie de leur offre en direction des publics sous forme numérique, et des acteurs sociaux de proximité qui faisaient remonter effectivement qu'il y avait des demandes d'aide e-administrative qui leur parvenaient, aux accueils, aux permanences qu'ils pouvaient assurer sur le territoire, des mairies jusqu'aux médiathèques. Donc on est rentré dans ce sujet, non pas par une administration précise, on n'a pas les projets de recherche qui sont présentés ici ne sont pas situés à la CAF ou à Pôle emploi ou à la CARSAT, etc. Mais ont pris appui sur les territoires et sur les lieux traversés et fréquentés par les publics et dans certains cas par les publics les plus en difficulté sociale. C'est important de préciser ce point d'entrée. Et cette introduction de Benoît éclaire un autre point qui est important, c'est celui du terme de dématérialisation que je vais employer aujourd'hui, mais qui mérite au moins un point d'interrogation et très largement des guillemets, puisque le syntagme de dématérialisation qui s'est imposé dans l'espace à la fois médiatique et politique, il est en fait, on le sait, assez largement impropre, puisque rien ne se dématérialise réellement, en fait les choses se rematérialisent, ou se matérialisent autrement, un smartphone, un serveur, etc. Tout ça c'est très physique, et ne disparaît pas dans le cloud, loin de là. Donc c'est impropre, mais peu importe, le plus important c'est que c'est pluriel. Pluriel parce que les dématérialisations, quand on regarde ce qui se passe à la fois dans les administrations d'État, dans les organismes sociaux ou même dans les collectivités locales, on a fait notamment un travail Lab Access au sein de la région Bretagne sur une aide bien précise, on voit bien que les démats elles peuvent prendre des formes très différentes, à la fois complètement natives, on repense la procédure pour l'adapter au format numérique, ou duplicative, c'est-à-dire qu'on
on fait la même chose, on demande la même chose aux usagers, mais sous une forme numérique. En gros, on passe le format papier au format digital. Pluriel dans ses formes, mais aussi extrêmement situé. Il est en fait difficile de mettre sur un pied d'égalité, par exemple, la manière dont les caisses d'allocation familiale ont dématérialisé la procédure du RSA, avec la manière dont on dématérialise les déclarations d'impôts. L'histoire, les ressources, les procédures ne sont pas exactement comparables, bien qu'elles aient en commun le signe numérique. Donc ça fait du commun. Donc c'est pas complètement déconnant, évidemment, mais peut-être aussi qu'il faut être attentif, au-delà de la présence du numérique, à ce qui se joue en fait. Voilà. Donc, dans les travaux qu'on a menés au Lab Access, on s'est attaché à définir de quoi on parlait, et le point que j'aimerais, sur lequel je vais insister dans cette introduction, c'est sur la double... si on saisit la dématérialisation comme un moment historique, il a deux aspects, et les deux sont importants, et les deux concourent à expliquer ce qui se joue dans la médiation numérique. Le premier, c'est donc cette accélération de la numérisation des administrations, qui a été menée, qui ne date pas des années 2010, loin de là, qui commence avec la première informatisation en France, la première modernisation informatique, et qui a été conduite, je ne vais pas revenir dans le détail, mais conduite au nom de principes de modernisation, de principes de simplification, mais aussi de rationalisation budgétaire, et qui a fait évoluer effectivement ce recours au numérique aux différentes on va dire dimensions, mais aussi aux différents endroits de la relation aux administrations. Il a fait évoluer cette relation. Une relation administrative qui, on pourrait dire aujourd'hui, tend à être de part en part numérique, c'est-à-dire que de l'information sur le droit jusqu'au traitement et au maintien dans le droit, l'usager est confronté alors à la fois confronté, mais aussi à la possibilité d'entretenir cette relation par des moyens numériques. Ça, c'est la première dimension, celle à laquelle nous renvoie peut-être premièrement le terme de dématérialisation. Mais une seconde dimension extrêmement importante aussi, c'est comment la dématérialisation fait passer, encore une fois, de manière générale, modifie ce qui se passe au guichet et modifie aussi la présence des guichets. Ce qu'on constate, c'est qu'on passe effectivement, qu'on observe de manière générale un mouvement de retrait de l'accueil physique des différentes administrations au profit d'une concentration plutôt urbaine des points de contact avec les administrations, et la tendance est à la limitation, voire à la disparition, dans certains cas, de l'accueil spontané au profit d'un accueil sélectif sur rendez-vous, ce qu'on appelle le digital first, c'est-à-dire que commençons par prendre contact avec le numérique, et si c'est nécessaire, et voir si c'est possible, au sens où, du point de vue de l'usager, s'il peut l'activer, un contact physique ou téléphonique sera proposé. Donc cette double dimension de la démat renvoie aussi à une double dimension de la relation administrative. On sait, à travers d'autres travaux de recherche que les nôtres évidemment, qu'il y a une tendance à faire de l'usager, mettre l'usager dans une position de coproducteur du service auprès des administrations, c'est-à-dire qu'un certain nombre de tâches, notamment, alors voilà, on pourrait dire avec Clara Deville, de qualification juridique du droit, repose sur l'usager, qui doit rassembler à la fois des informations, mais aussi des pièces qui doivent être identifiées, rassemblées, parfois mises au bon format pour pouvoir être téléchargées, etc. Tout ce travail, ce travail administratif repose en partie sur l'usager, qui doit donc satisfaire un certain nombre s'ajuster aux attentes des administrations à son endroit pour activer le droit. Et le mouvement qu'on observe, encore une fois de manière générale, c'est celui d'une dualisation de l'accueil. Encore une fois, ce n'est pas le cas de la même manière dans toutes les administrations, mais la tendance est, on va dire,
dualisation de l'accueil avec un accueil généraliste qui permet aux personnes d'être accompagnées dans la production de ce travail administratif et, si besoin ou si nécessaire, ou quand on est prêt, un passage à un accueil davantage externe. Le deuxième aspect, c'est celui du numérique comme conditionnalité implicite de l'accès au droit, pour reprendre l'expression de Pierre Mazet, c'est-à-dire que la pratique, à la fois l'équipement et la pratique numérique deviennent progressivement, voire d'abord de manière facultative, puis dans plus en plus de cas de manière non facultative, c'est-à-dire obligatoire, comme une condition pour s'informer, activer, entretenir les droits et les prestations qu'on sollicite. On utilise dans le cadre du Lab Access la notion d'exigence numérique pour désigner à la fois les conditions ou les configurations matérielles qu'un usager doit réunir et les opérations pratiques qu'il doit réaliser dans le cadre d'une démarche administrative. Et ça va passer par la nécessité d'avoir une adresse mail, et donc de savoir se servir d'une adresse mail, la nécessité éventuellement de disposer d'un scanner, celle de se connecter, celle de s'identifier, et donc d'être en mesure de le faire et de se souvenir des codes, etc. Voilà pour la manière dont ces deux dimensions s'articulent dans le cadre de la relation administrative. Alors, j'y vais vite et à grands traits parce que je voudrais vite arriver sur la question de la médiation. Nous, ce qu'on a observé dans le cadre du Lab Access, c'était le sens du propos initial de Benoît, c'est que face à cette reconfiguration des conditions de l'accès au droit et des conditions de l'accueil dans les administrations, on a vu émerger des demandes d'aide administrative qui arrivaient d'un certain nombre d'acteurs sociaux de proximité, sociaux au sens qui disposaient d'un accueil généraliste, des médiathèques aux mairies, en passant par les espaces de médiation numérique et sociale, et qui, ces professionnels présents dans ces accueils, ont été amenés à tenter de répondre à des demandes d'aide de la part d'usagers. Ces demandes d'aide, pour aller vite, elles sont multiples et souvent cumulées. Un rapport compliqué aux administrations, problème de langue, problème d'information, difficulté à saisir ce qui est attendu et demandé, peur de l'échec, besoin de réassurance, etc., etc. Tout autant de motifs de venue dans ces espaces de proximité avec un besoin d'aide administrative qui donc ne se résume pas à l'éloignement numérique, même si il est aussi assez évident que plus l'éloignement au numérique est grand, à la fois par manque d'équipement ou par manque de compétences numériques, plus cet éloignement constitue une difficulté supplémentaire dans les trajectoires d'accès au droit. Mais il serait à la fois illusoire de considérer que les problèmes administratifs ne sont que des problèmes numériques, c'est loin d'être le cas. Je pense que les médiateurs présents le confirmeront aussi, et puis c'est confirmé dans les résultats du questionnaire que je vous présenterai tout à l'heure. Donc pas que des problèmes numériques. Et puis il est parfois en fait assez difficile, précisément, de démêler ce qui relève du numérique, ce qui relève du rapport à l'administration et ce qui relève d'un besoin technique, c'est-à-dire d'une expertise sur un droit précis. On a beaucoup documenté les situations de fracture numérique, avec des guillemets, d'électronisme, avec des guillemets aussi, et puis voilà, encore récemment, le baromètre du CREOC nous rappelle que 8% de la population n'utilise jamais Internet, que 48% des personnes internautes peuvent rencontrer des freins dans l'utilisation des outils numériques. Donc on est loin d'une vision qui a dominé pendant longtemps l'espace, encore une fois, politico-médiatique, d'une fracture où il y a ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire. On est plutôt sur l'idée d'un continuum avec des usages. Des gens peuvent avoir des usages installés du numérique, mais
dans certains cas précis, comme celui de la recherche d'emploi, comme celui du rapport à l'administration, etc., rencontrer des limites, des freins qui nécessitent un coup de main, une réassurance. Et par ailleurs, 54% des internautes, nous dit le CREDOC, rencontrent des difficultés à effectuer des démarches en ligne. Des chiffres qui sont en augmentation cette année de plus de 10 points. Et cela est dû, bien sûr, au fait de cette accélération d'une société qui devient numérique, c'est-à-dire une société dans laquelle les normes d'usage numérique deviennent la norme, précisément, et aussi dans laquelle les écarts à la norme se creusent. Ça ne concerne pas que les plus vieux. Autre idée reçue sur la fracture numérique. Aujourd'hui, le CREDOC nous informe, et ceci vient objectiver des choses qu'on ressentait à travers des observations qualitatives sur le terrain, que les plus jeunes, 76% des 18-24, rencontrent des difficultés à réaliser des démarches administratives en ligne. C'est là que notre notion d'exigence numérique est utile, parce que ça peut permettre de comparer les exigences numériques des administrations avec les usages d'une classe d'âge. On sait que, par exemple, le mail, n'est pas forcément une pratique numérique la plus courante chez ces classes d'âge. Elle est pourtant obligatoire dans les démarches administratives. Alors, cette situation conduit à quoi? Et là, encore une fois, c'est le point de départ du Lab Access qui se confirme et qui s'étoffe au fur et à mesure que le temps passe, depuis 2017, c'est qu'on a bien des acteurs de proximité sollicités pour apporter une aide à la réalisation des démarches administratives. Ces demandes d'aide administrative, lorsqu'on regarde la situation sur les territoires, elles se portent, elles s'adressent à tout un ensemble d'acteurs de manière différenciée en volume et en intensité en fonction des territoires. Mais si les administrations, leur permanence et leurs points de contact sont évidemment toujours sollicités en cas de besoin, les espaces en service, les espaces de médiation sociale et numérique, les travailleurs sociaux, les mairies, les médiathèques, etc., sont autant d'acteurs qui témoignent, à la fois dans le cadre du Lab Access et des enquêtes qu'on a pu mener en Bretagne, d'une part, de travail d'accompagnement aux droits et aux démarches administratives. Donc on a une redistribution de ces chemins d'accès aux droits, et ces acteurs sont à la fois des ressources pour les habitants usagers qui les identifient et qui peuvent les activer, mais dans certains cas aussi constituent une étape supplémentaire dans l'activation et l'accès aux droits. On pourrait dire, en guise de conclusion sur ce premier propos, qu'on a un besoin de médiation qui a été créé par la dématérialisation. L'État, bien sûr, l'État, mais comme les organismes dématérialisants ne sont pas sans réponse, si on s'intéresse au dispositif de l'État, on peut citer la stratégie pour un numérique inclusif, la mise en place de dispositifs comme France Connect pour favoriser l'identification, l'expérimentation des Dents Connect, et aussi, peut-être surtout en ce qui concerne le propos d'aujourd'hui, les espaces France Service, espaces mutualisés, proposant un accueil généraliste et capables d'assurer un premier niveau d'accompagnement et d'information sur les droits, auxquels s'ajoutent plus récemment les conseillers numériques France Service, dont il va être question aujourd'hui, qui sont positionnés comme des médiateurs numériques capables d'accompagner les habitants dans l'appropriation des outils et des services. Nous, ce qu'on repère, et c'est un point qui est important, c'est qu'on observe quand même une forme d'enrôlement de ces acteurs soucieux de proximité. Alors, soucieux, c'est-à-dire qui ont peu ou prou dans leur professionnalité, dont leur professionnalité relève peu ou prou de la relation d'aide, et qui sont susceptibles d'avoir à la fois de l'intérêt et de l'empathie pour les personnes qu'ils accueillent au guichet. Ils n'ont rien à leur vendre, mais ils sont d'une manière ou d'une autre tenant d'une forme de service au public. Donc ces acteurs-là,
dans les mairies, dans les médiathèques, dans les espaces de médiation numérique, ces demandes d'aide administrative qui leur parviennent dans un contexte de numérique obligatoire et de fermeture ou d'éloignement des guichets, eh bien, ils sont tiraillés par des épreuves de professionnalité. Et là où c'est intéressant, c'est qu'elles sont en partie communes à l'espace du travail social, à l'espace de la médiation, à l'espace des politiques culturelles. Deux types de troubles dans les pratiques. Faut-il aider? Est-ce que c'est à moi, professionnel de mairie, professionnel de médiathèque, etc., d'agir sur un besoin d'aide au travail administratif, informer sur le droit, débloquer une situation? Est-ce à moi de faire ça? Ne suis-je pas en train de me faire déléguer un travail qui était effectué dans d'autres espaces et pas par d'autres acteurs jusqu'à présent? Donc, une épreuve qui est très historisée, pour le coup. Et puis, le second niveau de l'épreuve, comment aider? Une fois qu'on est tenu par la relation qu'on a avec son client ou son usager, eh bien, comment peut se mettre en place cette aide? De quelle manière cette aide sera efficace? S'agit-il de faire à la place? S'agit-il de faire pour, etc., etc. Et comment on gère pratiquement cette question de l'aide administrative? Je ne doute pas que les médiateurs qui sont présents auront plein d'exemples à nous donner, des petits arrangements, des trucs, des astuces, voire des détournements qu'il faut trouver pour permettre, pour réaliser cette aide administrative qui peut prendre des formes très différentes. Un troisième point est certainement celui d'une réorganisation territoriale. Je passerai rapidement là-dessus. On repère, en tout cas dans les enquêtes Lab Access, que les dynamiques d'inclusion numérique, c'est-à-dire les réseaux de médiation et d'inclusion numérique, mais aussi les dynamiques ASIP, l'accueil social inconditionnel de proximité, ne se résument pas à la question de l'aide administrative, mais on peut témoigner, et peut-être que certains pourront le faire parmi vous, que cette question des demandes administratives participe des intentions et des motifs qui font qu'il y a un besoin de se mettre en réseau, de se parler, de se coordonner de la manière dont l'introduction de Yann le précise. Voilà, je vais aller maintenant sur la médiation numérique et la manière dont parmi les acteurs qui se voient concernés par des demandes d'aide administrative, les médiateurs numériques sont parmi donc, ces acteurs susceptibles d'être concernés par des demandes d'aide administrative. Ils ne sont pas les seuls, mais pour différentes raisons, ils sont particulièrement impactés. Alors, c'était aussi une attente de cette première intervention, partir du principe que ce n'était pas évident pour tout le monde ce qu'était la médiation numérique. Alors je m'excuse si j'enfonce des portes ouvertes sur un slide ou deux. Pour tenter une définition de la médiation numérique, enfin emprunter en tout cas au réseau national de la MENNUM une définition de la médiation numérique, la mise en capacité de comprendre et de maîtriser les technologies numériques, leurs enjeux, pas une petite affaire, avec ce qui nous a été rappelé en introduction, et leurs usages, là aussi c'est pas une petite affaire, puisque les usages des technologies numériques sont loin d'être uniformisés, et ils sont en fait socialement distribués. Et moi qui m'intéresse beaucoup à la question de travail social et numérique, je peux vous dire qu'il est évident que les effets, la question du numérique produit aussi de puissants effets normatifs qui interviennent, par exemple, sur le jugement, sur des évaluations qui sont portées dans le champ de la protection de l'enfance. Donc, c'est pas une mince affaire que d'informer et de faire prendre conscience que ce numérique systémique, pervasif, eh bien, il participe à toutes les dimensions de la vie sociale. Et la médiation numérique, je le crois, historiquement et encore aujourd'hui, ne se contente pas à la question de l'utilisation, hein, savoir faire marcher la machine, mais les acteurs qui composent le champ de la médiation numérique se posent la question des enjeux sociaux, des enjeux critiques posés, écologiques, posés par le numérique. Avec la perspective du pouvoir d'agir, et là pour le coup depuis assez longtemps, depuis la fin des années 90, depuis
qu'on a commencé à parler de la société de l'information, la question de qui sera en capacité d'agir pour soi et pour les autres dans une société de l'information, et aujourd'hui on dit société numérique, est centrale. La médiation numérique, on pourrait dire assez vite que c'est un syntagme qui s'impose depuis la moitié des années 2000 et qui regroupe aujourd'hui qui fait référence en fait à des dispositifs qui ont une histoire pour certains assez longue, qui va de l'animation multimédia, plan informatique pour tous dans les années 80 il me semble, jusqu'à la promotion de l'Internet à partir des années 2000, et la médiation scientifique et technique, je pense au réseau des Fab Labs, etc. Aujourd'hui, on désigne par médiation numérique, on a tendance à désigner par médiation numérique un ensemble de dispositifs et de pratiques qui visent l'appropriation des technologies. Par appropriation, encore une fois, c'est pas simplement l'utilisation, mais c'est l'incorporation des usages dans un quotidien qui fait sens pour l'utilisateur, des dispositifs et des pratiques d'appropriation qui se déploient sur différents champs, l'initiation, la formation, l'enrichissement des usages, avec une dimension certainement pédagogique et andragogique de la médiation, mais aussi la culture numérique, l'éducation aux médias, voire dans certains cas l'éducation aux médias et à l'information, avec, depuis les attentats de Charlie Hebdo et puis de Samuel Paty, on voit bien comment l'éducation aux médias et à l'information remonte à l'agenda médiatique, et dans bien des cas, on observe que les médiateurs numériques historiques sont aussi requis pour des actions de sensibilisation aux réseaux sociaux, etc. Voilà le type de mission que ces médiateurs font aussi. L'accompagnement à la parentalité numérique, qui est aussi un enjeu et sur lequel il y a beaucoup de demandes. Sans oublier la fabrication numérique, les repères cafés, la production de médias, etc. etc. J'en oublie sûrement, mais voilà les formes d'incarnation de cette médiation. Je surveille le temps qui me reste. 13 minutes. Merci beaucoup. Cette médiation numérique, elle se développe dans des lieux dédiés, les espaces publics numériques, les cyberbases, etc. J'en oublie beaucoup, mais aussi, et encore une fois historiquement, dans différents lieux accueillants du public, que sont les bibliothèques, les médiathèques, les centres sociaux, etc. Surtout, une recherche récente menée par les collègues du Lab Access, Pierre Mazet et Florian Pedro, nous ont proposé une distinction assez opérante à mon sens, en termes de segments d'offres, et en invitant à considérer que les médiations numériques se déploient selon des modes programmés. Il y a un atelier, il y a une formation, inscrivez-vous à une série de formations ou d'ateliers. On vient faire une animation dans un espace, on fait des événements. Donc une médiation programmée qui s'articule avec des médiations beaucoup plus spontanées, c'est-à-dire on a un accueil, il y a une permanence coup de pouce numérique, il y a une aide qui peut être sollicitée sans rendez-vous, sans inscription, etc. Et en fonction des structures et des profils de poste des médiateurs, ils sont plus ou moins engagés dans ces différents types de médiation, programmées ou spontanées. J'insiste là-dessus parce qu'évidemment, ça a de l'importance pour la suite du propos. Bon, je passe sur des éléments historiques qui ont été mis en avant par une thèse récente de Dominique Furet, qui montre la convergence entre ces dispositifs d'appropriation des technologies et les dispositifs d'emploi précaires à destination de la jeunesse. Et on aura l'occasion de reparler plus tard dans la matinée de comment le dispositif mis en place par l'État et l'Agence nationale de la cohésion des territoires, les conseillers numériques France Service ont assez profondément, et c'est le cas je crois aussi en Bretagne, renouvelé le paysage de la médiation numérique sur les territoires. Alors, je finirai ce propos avec un point sur qu'est-ce que change la démat dans ces activités, ces dispositifs de médiation numérique. Nous, on observe que la médiation numérique, elle est requise, vous le savez, dans ce contexte de la démat, à au moins 2 niveaux. Je crois que ça a été exprimé en introduction. Elle est requise à 2 niveaux. Celui de la formation. Si les gens ne savent pas faire, il faut qu'ils se forment. Et donc, les gens capables de former au numérique, c'est notamment les médiateurs numériques.
Mais, en fait, comment dire, il y a une assez grande disparité dans les structures de médiation numérique entre le nombre de personnes qui partent de difficultés administratives et qui s'inscrivent dans des formations d'initiation à l'informatique. Ça existe, mais ce n'est pas forcément là qu'en tout cas dans la recherche de 2020, on a perçu l'effet principal de la démat sur la médiation. C'était bien plus sur ces offres de médiation spontanée, accueil et permanence, que venaient se porter les demandes d'aide administrative portées par des habitants, qui venaient avec des demandes de besoin d'un coup de main sur le site de la NCT, sur le site de la CAFES. Et donc, c'est bien sur ces moments où on est centré sur la réception et l'écoute que viennent se porter ces questions. Des situations, évidemment, dans lesquelles les conditions de la médiation numérique sont bien différentes de ce que font les médiateurs d'ordinaire, puisque ce sont les publics et les organismes dématérialisants à qui ils ont affaire qui définissent les conditions de cette médiation. Alors, pour les médiateurs, ces demandes d'aide administrative génèrent un certain nombre d'épreuves de professionnalité. J'en fais la liste non exhaustive. D'abord, un phénomène bien connu, mais en tension. Lorsqu'on a affaire à une demande d'aide administrative, il existe une tension entre un objectif de montée en compétences numériques et celui de la réussite de la démarche administrative. Permettre à quelqu'un de sécuriser, par exemple, ses revenus d'existence, lorsqu'on parle d'une actualisation de Pôle emploi ou RSA, c'est pas tout à fait la même chose que de s'initier à l'informatique, même en vue d'une autonomisation future. Ça ne demande pas les mêmes temporalités, les mêmes supports d'intervention, voire même les mêmes postures pédagogiques. C'est ce qui ressort à la fois de l'enquête de Mazet et Pedro, mais aussi de la propre enquête qu'on avait menée avec Jordi dans les espaces sociaux communs à Rennes. Par ailleurs, ces publics obligés par la dématérialisation ne sont pas nécessairement intéressés ou demandeurs ou capables de rentrer dans des processus d'apprentissage numérique. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont strictement incapables, mais que, en fait, passer d'une difficulté d'ordre administratif pour quelqu'un qui est soit très éloigné du numérique, soit très compétent en numérique, mais qui ne maîtrise pas une exigence numérique particulière, eh bien, ça ne fait pas nécessairement, mécaniquement, des personnes susceptibles de rentrer en formation. Et pour les médiateurs numériques, c'est une question qui les amène sur des questions professionnelles de type comment susciter cet engagement, comment susciter cet enrôlement, comment est-ce que cette articulation peut se faire, et peut-être même doit-elle se faire, parce que ce n'est pas la même chose de faire un accompagnement avec le numérique que de faire un accompagnement pour le numérique, c'est-à-dire de dire il faut, et je serai l'agent qui vient relayer les normes sociales en la matière. Troisième point, on a des médiateurs qui ne sont pas nécessairement formés aux démarches administratives, qu'ils accompagnent. Je irai assez vite là-dessus parce qu'on va y revenir dans la deuxième partie, mais on observe quand même d'assez fortes pratiques d'autodidaxie, hein, c'est-à-dire qu'on s'informe et on se forme en continu, et on devient compétent sur des points de droit ou sur des procédures particulières qu'on ne maîtrisait pas nécessairement avant. Épreuve de professionnalité parce que les médiateurs en général et en Bretagne en particulier, en fait, exercent dans des territoires inégalement dotés en ressources administratives, et ils ont des possibilités de réorientation inégales, voire nulles sur certains territoires, au sens où être médiateur numérique dans un espace rural où il n'y a pas nécessairement juste à côté de possibilités de réorienter la personne, eh bien, agit sur la part d'accompagnement administratif que ce médiateur aura à produire. Enfin, des médiateurs dont le métier
s'inscrit dans l'espace assez large des métiers de la relation d'aide et sur qui va reposer le coût relationnel d'un refus d'aider. Et donc, dans une assez large mesure, l'activité d'accompagnement administratif est décrite comme une activité en tension, risquée, voire pas toujours de l'ordre de la décision. Je vais passer à la suite. Alors, en conclusion, l'aide administrative ne se confond pas avec les thèmes de la fracture numérique et de l'électronisme. Je pense que je ne reviens pas là-dessus, même si évidemment il y a des recouvrements partiels, mais j'éprouve le besoin, et peut-être qu'il faut aussi de le répéter assez souvent. Hein. Ce n'est pas qu'une question de distance au numérique qui produit ces demandes d'aide administrative en direction des acteurs locaux. L'aide administrative s'articule entre un soutien à la relation administrative, expliquer, aider à qualifier, transmettre aussi des éléments du langage juridique qui est tellement important, on le sait, à l'entrée des administrations. C'est fini. Voilà. Soutenir la relation administrative, faire face aux exigences numériques, qui est là un peu au cœur de leur professionnalité, mais en même temps, on l'a vu, faire face ponctuellement à une exigence numérique, c'est pas la même chose que amener les gens à être capables de la surmonter tout seul. Et puis enfin, accéder aux réponses techniques, c'est un point important. Bien souvent, l'aide administrative consiste à accompagner la personne dans un coup de fil sur un répondeur automatique, aider à rédiger un courrier en usant des termes appropriés, etc. Nos médiateurs numériques sont en tension entre les perspectives du numérique capacitant, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse s'approprier les bénéfices du numérique dans une société devenue numérique et qu'il ne reste pas au bord du chemin de la société numérique. Mais en même temps, cette disposition-là qui avait complètement structuré les discours de l'inclusion numérique jusqu'au moins en 2013, je pense au rapport important du Conseil national du numérique en 2013, cette question d'un numérique capacitant n'est pas effacée, mais assez largement articulée aujourd'hui avec les enjeux liés à un numérique devenu obligatoire dans un nombre de plus en plus important de situations sociales, où là, la question n'est pas simplement de s'émanciper, mais de satisfaire aux normes sociales en vigueur. La médiation numérique, elle est travaillée par tout un tas de choses. La montée des inégalités numériques, avec cette crainte sans cesse, enfin identifiée là encore dès 2013, de est-ce que la médiation ne deviendra pas la voiture balai, on disait à l'époque de la société de l'information, aujourd'hui de la société numérique, c'est-à-dire comment est-ce que les laissés pour compte, à la fois du numérique, mais plus largement incapables, en difficulté pour satisfaire à l'évolution des normes sociales d'usage en la matière, vers qui peuvent-ils se tourner? On a ce phénomène d'externalisation de l'aide au travail administratif qui travaille aussi la médiation. Et puis, de manière importante, je crois aussi, il est difficile de saisir les évolutions du champ de la médiation numérique complètement indépendamment des évolutions des autres groupes sociaux. Ce qu'on observe au Lab Access, c'est que les travailleurs sociaux, les bibliothécaires, les agents d'accueil, tout ça, ce sont des groupes professionnels qui sont aussi en train de se redéfinir dans ce contexte, de redéfinir en tout cas ce qui fait le contenu de leur activité et les frontières entre ces groupes. Et on observe que le numérique peut être un opérateur très important d'orientation des publics. S'il y a du numérique dans une demande, eh bien, on oriente vers les médiateurs numériques. Ça paraît absurde comme ça, mais en fait, c'est parfois le cas lorsque, dans la manière dont une personne présente son besoin à l'entrée par exemple, d'un centre d'action sociale, eh bien, on peut avoir des effets d'orientation au motif du numérique, alors qu'on voit bien que cette dimension-là, elle est beaucoup plus systémique et pervasive et ne constitue pas une question nécessairement en soi. Voilà. Parmi les questions qui remontent du terrain et qui pourront servir de
point final à cette première partie de l'intervention. Est-ce que la dématérialisation est achevée? Quelle contribution des organisations dématérialisantes à ce travail d'accompagnement administratif réalisé par les acteurs sociaux? Est-ce qu'on ne pourrait pas mesurer aussi le coût caché de cette dématérialisation qui repose en partie aussi sur on l'a vu, ces acteurs bénévoles ou engagés dans des structures culture, collectivités locales, etc. Voilà pour cette première introduction. Je vous remercie de votre attention. Merci François. Et puis on peut peut-être prendre un échange. Est-ce que vous avez des questions? On peut prendre 3-4 questions avant d'enchaîner sur la deuxième partie. N'hésitez pas, la première question est toujours la plus difficile à poser, mais est-ce que ça vous soulève des questions auxquelles François ne pourra peut-être pas répondre? Question,